Alors, Monsieur Demers, Présent. Madame Desmeules, Présente. Madame Dufour, Présente. Monsieur Boyer. Absent. Il est en vacances. Parfait. Monsieur Khalil, Ici. Madame Dib, Bonjour. bonjour, et Monsieur Borne. Bonjour. Alors, je vous rappelle qu'il y a une captation audio de la séance du comité exécutif public qui est en cours et qui sera disponible sur le site Internet de la Ville. Donc, Monsieur Ulysse, la parole est à vous. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous débutons avec le point 14 Oui. à 14.1, qui est d'autoriser l'acquisition du lot 1 492 225 du cadastre du Québec. 14.2, il s'agit de recommander au Conseil d'approuver l'acquisition du lot... Ah, et Mme Dufour. Non, mais continuez, c'est sur le 14-2, ma question. OK, donc d'approuver l'acquisition du lot 1 981 567 du cadastre du Québec. Alors, Mme Dufour. Oui, merci. Quand on regarde le plan de localisation, en fait, la vue aérienne, on constate que le lot, en fait, semble, ou plutôt le bâtiment voisin semble être vraiment à la marge zéro. Là, on disait dans le sommaire décisionnel qu'il y avait de l'empiètement qui a été corrigé depuis ce temps-là, mais il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de marge du tout, du tout. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est normal? Pour le bâtiment d'à côté, est-ce que... Parce qu'en fait... Bonjour, Mme Dufour, Sylvain Gouin. Je peux faire la vérification pour vous. Ce que je peux vous confirmer, là, tel qu'il a été écrit et mentionné, l'empiètement qui causait un problème, là, a fait en sorte que le dossier était retardé d'environ 1 an avec la commission scolaire. Ça a été réglé. Ça, c'est ce que je peux vous assurer ce matin. À savoir maintenant quelle est exactement la marge en question. Probablement que c'est dérogatoire puis que c'est comme ça. Je peux faire cette vérification. Je n'ai pas la réponse. Mon raisonnement, en fait, c'était simplement que si c'est dérogatoire, peut-être on pourrait offrir une petite bande de 4 pieds pour le rendre conforme, le bâtiment à côté, le vendre. Donc, c'était ça mon raisonnement. Je me disais, on a peut-être une opportunité de rendre conforme un bâtiment s'ils sont prêts à l'acheter, tout simplement. On va vérifier, effectivement, que je dis dérogatoire, ce que je veux dire, j'imagine que c'est que ça c'est pas conforme à la nouvelle réglementation, mais c'est probablement, vraisemblablement, assurément conforme par dérogation mineure qu'il a dû obtenir dans le temps. C'est ça que je voulais dire, mais on va vérifier le tout. OK, effectivement, s'il y a une dérogation mineure à ce moment-là, c'est correct, mais en tout cas, je le suggérais de le regarder, mais sinon, il n'y a pas d'enjeu. Mais on peut le passer quand même, puis s'il y a lieu de faire une correction au terrain, aux dimensions du terrain, ça sera une autre présentation. Tout à fait. Tout à fait. Une fois qu'on est propriétaire, on pourrait régler la situation du voisin s'il y a lieu. Je vais faire vérifier le tout. Merci. Merci. Alors, on l'adopte, hein? Oui. OK. Donc, 14.3. Oui. Il s'agit d'approuver la vente du lot 2 01 171 du cadastre du Québec. 14.4. Il s'agit de mandater EXP à procéder à des travaux de caractérisation phase 1 sur les lots 1 68 725, 726, 1 69 994, 1 70 60, 70 74 du cadastre du Québec. 14.5, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 1 784 936 du cadastre du Québec. 14.6, autoriser l'acquisition du lot 2 71 513 du cadastre du Québec. 14.7, il s'agit d'approuver l'amendement au bail intervenir entre la Ville de Laval et le Chalet du Parc concernant la location d'un espace pour gérer un casse-croûte au centre de la nature. Nous allons à 22.1, qui est d'autoriser l'entente de transaction intervenir entre l'Unique Assurance Générale et Ville de Laval. Oui, Mme Dufour.
Oui, en fait, comme on ne voit pas les lots qui sont impliqués parce qu'il n'y a pas de carte, c'est difficile pour moi là, de répondre à ma question moi-même, mais je me demandais si le dossier allait permettre l'implantation, en fait, régler là, la situation de l'implantation du parc Antoine Devin. J'avais cru comprendre de la part de la division Parc et Espace Vert qu'il y avait des petits enjeux pour l'implantation du parc. Donc, je me demandais si cette transaction-là venait régler la situation. Que le parc devait s'implanter cet été. Bonjour Simon, Tremblay, des affaires juridiques. Laissez-moi vérifier, là, parce que notre rôle était principalement sur la fin des travaux, parce que Immobilier Lands avait fait faillite, puis il y avait une assurance qui a terminé les travaux, mais je peux vérifier là, avec l'avocat au dossier, à moins que quelqu'un ici soit au courant. Là. Parce que, dans le fond, ça vient permettre l'acte de cession, donc confirmer que les terrains vont être à la ville. Oui. Ce qui n'était pas le cas avant, ce que je comprends. Ce qui aurait dû être le cas depuis 27 novembre 2018, mais pour différentes raisons, ça prend un peu de temps. Là. Mais je dois admettre candidement que je dois admettre, pardon, que je ne vais pas vous dire le nom du parc, mais je peux certainement vérifier. Mais oui, effectivement, c'est toutes les. Je sais que c'est les frais de parc, les rues et tout ça qui devaient être fait qui est rétrocédé à la ville. Là. Donc, ça se pourrait, mais malheureusement, je n'ai pas de connaissance du nom du parc. Mais je vais vous revenir très rapidement. On peut le suspendre si vous voulez. Non, c'est pas nécessaire de suspendre du tout, au contraire. Je viens pour l'information. De l'avant. OK. Merci. Donc, 22.2. Il s'agit d'autoriser la transaction équitance dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 540-17-013-705-198. Oui, moi, j'ai une question dans ce dossier. Oui, OK, c'est bon. Allez-y. Oui, j'ai une question dans le sommaire décisionnel. Bon, on parle qu'il y a une injonction qui a été obtenue pour faire cesser les travaux et qu'on demande, en fait, à Nexus de remettre l'état des lieux, en fait, à l'état naturel, puisqu'ils ont entrepris d'abattre des arbres et de niveler le terrain là, sans autorisation. Donc, ma question, c'est est-ce que la demande, c'est simplement à ce niveau ou est-ce qu'ils doivent aussi remettre l'état des lieux là, à l'origine? Par exemple, je sais qu'ils ont fait des espaces d'entreposage pour de l'agrégat de roches qui, en mon sens, peut-être, je ne sais pas s'ils avaient les autorisations, mais je sais que ça pose problème. Il y a plusieurs requêtes citoyennes pour ça. Donc, la demande, quand on dit remettre l'état des lieux, on fait référence à l'abattage des arbres ou on fait référence aussi à l'aménagement? Bonjour, Mme Desmelles, Luc Paquette, du service de l'urbanisme. Je connais un peu le dossier parce qu'on a mis en infraction Nexus et, en tout cas, de mémoire avec Maître Desjardins, c'était de remettre les lieux en état, ça veut dire enlever même non seulement les amoncellements, mais le gravier qui avait été étendu et refaire la plantation pour remettre les lieux dans un état plus naturel. OK. Et les montagnes... C'était le principe de l'entente. OK. Et pour avoir été sur place, je suis allée voir, je sais qu'il y a des montagnes, tu sais, vraiment montagnes. Les citoyens qui sont en arrière dans les quartiers là, voient ça de leur cour arrière. Donc, est-ce qu'ils vont devoir déplacer ces montagnes de roches-là, d'agrégats? De mémoire, c'était ça qui était la volonté. Maintenant, je n'ai pas l'entente. Simon, je n'ai pas plus d'informations pour l'entente comme telle. L'information, je vais vérifier avec Maître Desjardins. Je sais qu'il y avait une présentation au CE la semaine passée, mais j'étais pris dans un dossier qui a retenu mon attention. Mais je vais vérifier avec lui, là, puis je vous reviens aussi là, avec les deux réponses dans quelques minutes. Parfait, merci beaucoup. Merci. Je suis pas mal certain qu'il a raison. OK. 22.4. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec 22.2? Oh, on peut l'adopter, il n'y a aucun problème. Là. Ah, OK. Oui. On va l'adopter, mais l'objectif des questions, c'est qu'on ne donne pas des réponses aux citoyens qui pourraient créer des attentes qui ne seront pas réalisées. On a besoin de nous
bien aiguiller nos propos pour répondre aux citoyens. C'est plus ça, là. Parfait. 22.4, il s'agit d'une recommandation au Conseil d'adopter le règlement L12-849. Petite question, M. Ellis, pour ça. Pour le 22.4, le rôle d'évaluation, on parle à l'intérieur, puis là, je l'ai lu un peu tard hier, fait que vous m'excuserez si j'ai manqué le détail, mais on parle dans certaines circonstances où est-ce on éliminerait les frais aux personnes. Puis, j'ai pas vu dans le cas où, si jamais on fait une réévaluation, puis, comme de fait, la personne avait raison que on a mal évalué sa maison, est-ce que c'est des cas qui justifieraient l'élimination des frais? J'ai essayé de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Je vais rajouter ça à ma to-do list pour ce matin. Excusez, mon adjoint n'était pas là, je n'avais pas accès à l'ordre du jour et au SD pour ce matin, donc c'est pour ça que je n'ai peut-être pas l'air très, très, très préparé, mais j'ai une bonne équipe, donc rapidement, je vais pouvoir vous répondre à vos questions, là, les 3 questions, c'est moi quelques minutes. OK. Avec 22.4, on va le sauter. Ouais, mais moi, j'ai d'autres questions sur le 22.4. Alors, je vais les prendre tout de suite. Donc, en fait, je voulais savoir les barèmes de tarification, comment ils sont établis. Par exemple, peut-être de savoir combien ça coûte à la ville une réévaluation, parce qu'on a des frais de 80 $, puis ça peut monter jusqu'à 1085 $. Puis selon la valeur de la propriété, là, ça fait un ratio plus élevé ou moins élevé. Donc, comment c'est établi? Je peux répondre. Martin Hood, directeur du service d'évaluation. C'est simplement établi en fonction de la valeur au rôle. Donc, si la propriété vaut 10 millions, ben, c'est le maximum qui est chargé au propriétaire, simplement, donc 1000 quelques dollars. Et puis, c'est simplement comme ça. Donc, pour une résidence dont la valeur est la moins élevée, ben, ça va être 80 $, etc. Et puis là, on augmente un petit peu parce que la loi nous le permet, notre tarification, simplement. Là. Ma question, c'était plutôt comment on a établi que c'est un tarif de 80 $ ou un tarif de 1085 $. Combien ça coûte à la ville de faire une réévaluation? Combien ça coûte? Je ne pourrais pas vous répondre, mais je peux vous confirmer aisément qu'une demande de révision, c'est juste un ticket modérateur, parce qu'un exemple sur une grosse propriété commerciale où est-ce qu'on charge 1000 $, ça coûte beaucoup plus que ça, parce qu'il faut penser qu'il y a différentes étapes. La première étape, ben, c'est la demande de révision. Dépendamment de l'envergure et de la complexité du dossier, ça peut quand même, ça peut être un investissement de quelques semaines pour un évaluateur à traiter. Et puis, bien évidemment, s'il n'y a pas entente, ben après ça, ben le dossier va au tribunal administratif du Québec. Et puis là, ben, dépendamment, encore une fois, là, de la complexité du dossier, ça peut être des semaines d'audition. Donc, c'est clair que ce n'est qu'un ticket modérateur, mais c'est beaucoup plus dispendieux que ça. Mais je ne peux pas vous donner le montant précis. Ici, c'est très difficile d'ailleurs parce que c'est entre 1 heure et 1 semaine une revision que j'ai vu dans une autre vie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit la loi nous permet d'augmenter un peu. Est-ce que c'est balisé par la loi, le maximum qu'on peut donner, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Il y a eu une augmentation. Une augmentation qui a été je peux vous donner le détail là, précisément, mais il y a eu une augmentation qui a été autorisée, puis c'est ce qu'on a fait, on s'en est prévalu simplement. Là. Mais dans le fond, si je comprends bien, le maximum qu'on charge, c'est le maximum qu'on a le droit légalement de charger. Effectivement. OK. Fait que 1085 $, c'est le maximum qui pourrait être chargé pour une révision, c'est ça? Exactement. C'est que même notre plus gros dossier, qui est un exemple, qui est le Carrefour Laval à 850 millions de valeur, tout ce que la Ville va récolter en demande de révision, c'est 1000 $. Okay. 1085 $. Puis les barèmes de 500 000, de 500 000 à 2 millions, est-ce que ça, c'est dans la loi aussi? Oui, exactement. Ça, c'est balisé. Ah, oui. OK.
Parce que c'est ça, avec la valeur l'augmentation des valeurs, le nombre de propriétés qui tombent dans la braquette de 500 000 et plus va augmenter dans les années à venir là, au rôle. Donc, mais ce que je comprends, c'est que c'est balisé, donc on ne peut pas le modifier. Parfait. Non, Merci. exactement. Bienvenue. Donc, on attend les confirmations de Maître Tremblay. C'est ça, ouais. Ben, j'en ai déjà, si vous voulez, déjà vous confirmer que ça inclut le remettre en état, là, ça veut dire d'enlever les amoncellements de roches. Ça, je peux déjà vous le confirmer. C'est bon. Parfait, merci. Je reviendrai pour les deux autres. Parfait. OK. 25.1. Qui est d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le 7 juillet 2021. 26.1, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un développeur en intelligence d'affaires à la firme Coformo dans le cadre du contrat cadre SP 30031. 36.2, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un développeur front-end à Lévis Conseil dans le cadre de l'entente cadre SP 30028. 36.3, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel. C'est Oui, 26. Vous mentionnez 26.3. 26. Oui, excusez, 26.3. Il s'agit OK. d'autoriser un mandat professionnel de gestionnaire de projet à Lévis Conseil dans le cadre de l'entente SP 30009. On suit. Oui. 28.1. Il s'agit de déposer le rapport concernant les acquisitions de placements réalisées le 18 juin 2021. 28.2. Il s'agit d'abroger la résolution CE 2021 0407-1052. 28.3. Il s'agit de déposer le rapport hebdomadaire d'information sur les déboursés. Là, on tombe à 36. Oui. 36.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat SP 29.957. 36.2. Recommander au Conseil de reconduire le contrat SP 28.932. Monsieur Ellis? Oui. Une petite question ici au 36.2. Je comprends qu'on reconduit le contrat, sauf que le montant est quand même presque le double, plus que le double même. Puis, je me demandais si on pouvait avoir un peu plus d'explications. Je sais qu'il y a, dans les explications, on parle de peut-être 400 plus d'employés, une certaine... J'ai vu les explications, mais ça me semble quand même être un bond important. Là, si j'ai bien compris, c'est le fait qu'on était des nouveaux clients qui a fait en sorte qu'on avait une prime intéressante dans les premiers 5 ans. Mais est-ce que dans ce cas-là, ça ne justifierait pas de retourner en appel d'offres? C'était un montant important, là, puis c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs questions, fait que ce serait important d'avoir... Madame Grenier, aidez-nous. Oui, bonjour. Alors, effectivement, on s'est posé la question si on devait retourner en appel d'offres pour ce contrat-là. Au départ, dans le fond, le contrat avait été émis pour une période de 5 ans avec une possible reconduction d'un autre 5 ans. Ce qu'on a fait avec Hub, qui est la firme là, qui supporte la ville à titre d'actuaire là, pour le volet des assurances collectives, en fait, c'est de demander à Desjardins de nous faire une proposition comme si on faisait un appel d'offres. Donc, vous pouvez voir, là, si vous lisez dans le document, vous pouvez voir qu'ils nous ont redonné certaines primes, certaines bonifications, gel de taux dans différents taux en assurance vie, des garanties de taux, des réductions de taux dans différents éléments. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment, dans le fond, de les soumettre au même principe que si on avait fait un appel d'offres et on a comparé la proposition financière qu'ils ont fait avec des appels d'offres qui ont eu lieu dans le même domaine, c'est-à-dire dans le domaine parapublic, dans le domaine municipal avec Hub, parce qu'Hub a d'autres clients. Puis on a comparé la soumission que Desjardins a faite avec ce que d'autres firmes d'assurance ont fait auprès de ces gens-là, qui ont fait des appels d'offres, soit l'année dernière ou
cette année. Et lorsqu'on a fait la comparaison des autres appels d'offres qui ont été soumis dans les autres dossiers de la firme de consultation, on se rendait compte que la firme de Desjardins, la proposition, de Desjardins était intéressante. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a continué la négociation avec Desjardins pour renouveler le contrat parce que les propositions étaient alignées avec ce qu'on aurait eu si on avait refait un appel d'offres complet. Effectivement, les montants augmentent de façon significative et je peux peut-être donner quelques informations par rapport à ça. Les montants qu'on a indiqués dans le document sont des montants qui sont peut-être un peu plus conservateurs que ce qui va arriver en réalité pour éviter de retourner au conseil là, à plusieurs reprises pour aller chercher des augmentations de contrats, contrairement à ce qui a été fait là, dans le passé peut-être dans ce contrat-là. Grosso modo, si je peux résumer, dans le fond, les marges de conservatisme qui ont été incluses dans les estimations de coûts qui ont été faites, premièrement, c'est qu'on a prévu une augmentation de la population d'environ 5 % par année. Donc, évidemment, si on regarde il y a 5 ans où est-ce qu'on était, puis on regarde l'historique des 5 dernières années, on a vu que le nombre d'adhérents, soit les actifs, le nombre d'employés de la Ville de Laval et le nombre de retraités, a augmenté en moyenne d'environ 5 %. Donc, évidemment, lorsqu'on projette dans le futur pour les 5 prochaines années, ce 5 %-là, on voit une hausse, que ce soit en assurance vie, en soins médicaux, en soins dentaires, des coûts. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'on inclut également des facteurs de tendance pour les augmentations de soins médicaux, soins dentaires, parce qu'on le sait historiquement, vous le savez, vous en entendez parler, là, les soins médicaux, ça augmente à chaque année. Il y a des facteurs de tendance qui sont utilisés pour ça, entre 5 et 8 % selon les différentes protections. Et pour terminer, bien évidemment, comme on n'a pas exactement le contrôle sur toutes ces hausses-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une marge de conservatisme additionnelle aux marges que je viens de vous indiquer d'environ 7 %. Donc, ce qui fait en sorte qu'on voit les montants augmenter de façon importante au fil du temps. Mais c'est vraiment l'idée, dans le fond, c'est de refléter ce qu'on a vu comme expérience passée, comme hausse de coûts, puis éviter de devoir revenir, là, demander des montants additionnels dans le futur. Et comme je vous le mentionnais, dans le fond, l'idée, c'était vraiment de le comparer avec ce qu'on aurait eu si on avait vraiment été au marché. Je vous rappelle que c'est pas toujours si simple que ça d'avoir des assureurs qui veulent soumissionner sur les contrats qu'on a. Donc, pour nous, là, comparativement à ce que Hub a eu comme autre soumission dans le même genre de domaine, le même genre d'employeur, on trouvait que c'était satisfaisant. Donc, je ne sais pas si je peux ajouter peut-être aussi un autre élément. Sachez que la Ville, oui, on voit un montant de 191 millions, mais la Ville est preneur sur 60 % de ce montant-là. En réalité, évidemment, les employés le paient une part des coûts. Là, selon les groupes syndicaux, c'est négocié, une certaine part est payée par les employés et ou les retraités, évidemment, également. Et donc, la Ville est preneur là, sur 60 % du montant et les employés retraités sont preneurs sur 40 % de ce montant-là. C'est peut-être une information que vous voulez connaître. Donc, évidemment, c'est l'affaire de tous, autant la Ville que des employés retraités, de bien gérer ce régime-là. Ça n'empêche pas qu'à chaque année, on va faire comme on le fait à l'habitude, c'est-à-dire qu'on va négocier avec Desjardins, le fournisseur, pour le renouvellement annuel. C'est-à-dire que Desjardins va reviser l'expérience annuellement quand même, bien qu'on on prolonge le contrat de 5 ans, on continue l'exercice annuel de revoir l'expérience. Et à chaque fois qu'on fait ce processus-là de renouvellement avec Desjardins, ils nous font une proposition, on revoit certains des taux en négociant à la baisse. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que oui, le montant de 191 millions est là pour, évidemment, on doit procéder au renouvellement, on vous le recommande. Mais évidemment, chaque année, on va s'assurer de restreindre au minimum ces hausses de coûts-là dont je viens de vous parler. Donc, que ce soit les facteurs de tendance médicaux, soins dentaires, que ce soit la gestion de l'invalidité qui coûte quand même beaucoup de sous là, par rapport au contrat de Desjardins. Je ne sais pas si ça répond à la question. De façon extrêmement complète. C'est très bien. Donc, si je comprends bien, on a fait un parangonnage, voir les autres associations, qu'est-ce qu'ils ont. On a vérifié qu'est-ce qui serait meilleur. On a testé si on retournait en appel d'offres ou pas. Puis, on est vraiment confortable dans le prix qu'on a. La seule chose que je rajouterais, c'est peut-être avant le conseil, un peu comme vous venez de le faire, là, donner les détails de ce contrat parce que j'ai comme un sentiment qu'on va se faire poser des questions, là, puis ça va être important que tout le monde ait les mêmes informations. Là. Parfait, excellent.
J'ajouterais au propos de M. Khalil que vous aviez prévu faire une présentation aux élus Non, sur ce dossier-là ou pas? non, ce n'était pas prévu. Est-ce qu'il y a lieu d'évaluer ça? Parce que je dois admettre que je ne maîtrise pas l'habilité de Mme Grenier à expliquer tous les enjeux et Non, mais Monsieur le maire, en toute déférence, je ne crois pas qu'une présentation va faciliter les choses. Je pense même que ça va compliquer les choses. Ça va devenir une décision. Vous savez, il y a certaines personnes qui se croient expertes dans tous les domaines et là, il va y avoir une discussion d'expertise par-dessus expertise qui va se faire pour quelque chose qu'on maîtrise assez bien et qu'on a les compétences pour faire. Donc, si vous voulez qu'on aille là, on va y aller, mais je ne pense pas qu'il sera utile. Je pense que ça va créer plus de problèmes que de solutions. D'accord. À ce moment-là, M. Ulysse, on va vous fournir la documentation. Ils ont toujours la latitude d'écouter la présente diffusion de ce que Mme Grenier vient de faire, mais je demanderais peut-être à Mme Grenier de me mettre sur une feuille le processus pour que je puisse me le mettre dans la tête, même si je connais un petit peu le processus, je ne le maîtrise pas aussi bien, là, et puis les enjeux. Si vous êtes à l'aise avec ça, M. Ulysse. Oui, ça, c'est parfait. Je pense qu'on va fournir l'ensemble de l'information et les explications qui ont été données de manière claire pour que vous puissiez donner ce rationnel-là. Sauf qu'on ne voudrait pas, c'est la seule chose qu'on ne voudrait pas tomber dans le genre de discussion qu'on a eues dans les pré-conseils et que finalement, toutes les réponses que l'on donne ne servent à rien, ne servent qu'à venir dire qu'on était un expert, puis on connaît ça, puis ça ne marche pas. Moi, j'avais juste une question très rapide, là. Est-ce que, avec le renouvellement du contrat d'assurance, est-ce qu'il y a une mise à jour, une actualisation au niveau des frais médicaux? Par exemple, quand on va chez le dentiste, pour ce qui est des plombages, bon, maintenant, tout le monde va savoir j'ai des plombages, j'ai des caries, mais il n'y a pas un dentiste au Québec qui fait des plombages en plomb. Maintenant, c'est amalgame, un composite d'amalgame. Il faut payer la différence. Donc, mon dentiste, il me dit, ben, c'est parce que ton assurance n'a pas été mise à jour. Petit détail, mais est-ce que des petites choses comme ça vont être actualisées? Bien, en fait, oui, au fur et à mesure des années, il y a des choses qui sont actualisées. Je vais vous donner un exemple là, de ce qui se passe actuellement. Par exemple, Desjardins est en train de mettre à jour comment ça s'appelle, la plateforme, par exemple, de traitement des réclamations au niveau médicaments dentaires. Puis en faisant ça, bien, il s'assure, dans le fond, d'aller refaire le tour de, par exemple, les frais qui sont raisonnables et coutumiers qu'une pharmacie doit nous charger lorsqu'on fait une prescription. C'est juste un exemple. Donc, au fil du temps, là, il y a toutes sortes de petites modifications qui surviennent dans les contrats. Il faut savoir que justement, à chaque renouvellement, lorsqu'on fait le processus avec Desjardins, on va, avec l'actuaire de la ville, vérifier les endroits où est-ce qu'il y a des hausses significatives, essayer de comprendre pourquoi. Puis s'il y a lieu, bien, on peut faire des modifications et moderniser les programmes d'assurance. Il faut faire attention parce que ces programmes d'assurance-là sont quand même convenus avec les syndicats, les associations. Donc, on ne peut pas faire de changement unilatéral, mais c'est des choses qu'on peut faire. Donc, modifier, par exemple, forcer l'utilisation de génériques dans les médicaments pour réduire les coûts. Ce sont des choses qui peuvent être faites au fil du temps pour réduire les coûts. Donc, oui, il y a des possibilités de faire certains ajustements pour réduire les coûts, mieux gérer les coûts, que ce soit avoir une meilleure gestion d'invalidité, par exemple. Ça peut être un exemple de dossier qu'on peut travailler conjointement pour améliorer l'expérience. Puis oui, à l'occasion, lors de négociations, ça peut arriver
qu'un syndicat fasse des représentations pour demander des modifications, que ce soit pour bonifier ou pour réduire les coûts. Là, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc, au fil des années, ça peut arriver qu'on va signer ce qu'on appelle un avenant au contrat d'assurance pour venir changer des choses, changer, si on veut, les règles du jeu qui sont prévues dans chacun des contrats. Parce qu'évidemment, il faut savoir que chaque groupe a des protections différentes. Là. Oui, il y a des choses qui se ressemblent d'un groupe à l'autre, mais un groupe peut couvrir telle chose, par exemple, de soins dentaires, les broches, je vais donner cet exemple-là, alors que l'autre groupe ne va pas le couvrir. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être négociées avec la ville de changer, soit réduire, bonifier ou trouver des méthodes de réduction de coûts. OK, merci. Bienvenue. Donc, Monsieur le maire, ça va me faire plaisir de préparer un petit sommaire là, des informations que j'ai données, qui est digestible, qui est compréhensible, que vous allez pouvoir partager. Là. C'est sûr que lors du caucus, je serai là pour répondre aux questions, mais si vous voulez l'avoir là, sous la main pour le conseil, je vais préparer ça, puis vous allez l'avoir en temps et lieu. Merci beaucoup, encore une fois. Bienvenue. Donc, 36.3. Oui. Qui est d'adjuger le contrat pour le contrat SP 30-303. 36.4, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat SP 32-31. 36.5. Oui. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-355. 36.6, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public. TOS 119, Madame Dufour. Oui, M. Ulysse, une question dans le sommaire décisionnel. Il y a une petite phrase qui a attiré mon attention. On peut lire, je vais vous la lire. Le service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté prévoit ouvrir 2 écocentres en 2021. Moi, je suis au courant de un. Le deuxième, je ne savais pas qu'il allait ouvrir en 2021. Je suis surprise. Est-ce que c'est une erreur de sommaire décisionnel? Coquille? Oui, bonjour Mme Dufour, Mathieu Monfait. C'est effectivement une coquille. Il n'y a pas un deuxième centre prévu pour 2021. Donc, quelqu'un était très enthousiaste en écrivant le sommaire décisionnel. C'est effectivement le cas. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on le corrige? Je pense pas que oui, ça soit... Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est Benoît, là. Je pense qu'il y aurait lieu de le corriger, là. C'est quand même des documents publics. À moins que Mathieu, il y aurait un élément d'urgence, là. Non, nous allons apporter la correction. Parfait. Oui. On vous revient rapidement. 36.7. Ça peut être. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat SP 28-356. 36.8. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public DOS 122. Madame Dufault, vous avez encore la main levée. Est-ce que c'est une ancienne? Ancienne. Je ne veux pas dire qu'elle est vieille. Ouais, c'est pour ça que j'ai utilisé ancienne, pas à dessein. 36.9. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat SP 30-139. 36.10. Il s'agit d'augmenter le contrat SP 29-900. 36.11. Il s'agit d'adjuger le contrat SP 32-57. 36.12. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat SP 32-75. 36.13. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat SP 32-52. 36.14. Recommandation au Conseil d'adjuger le contrat SP 33-46. 36.15. De demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 33-72. 36.16 est envoyé au huis clos. 36.17. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 33-65.
3618, une demande de soumission par voie d'appel d'offres public, 30373. Fini pour 36. Nous en allons à 43. 43.1, il s'agit d'approuver les lots à être cédés en guise de contribution pour fin de PAC. 43.2. Oui. 43.1 était reporté au 43.1 est envoyé, oui. 43.1, excusez. 43.1 est envoyé au huis clos. Plus de questions. 43.2, donc, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2021-13. 43.3, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2021-33. 43.4, il s'agit d'accepter une demande de dérogation mineure DM 2020-48. 43.5, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de PAC relativement à la demande de PN 219-0343. 43.6, il s'agit d'approuver la demande d'opération cadastrale et autoriser un représentant à signer pour et au nom de la Ville pour le PL 2021-53. Donc, nous allons à 50. 51, il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte au contrat SP 29-587. 52, il s'agit d'autorisation de fermer la bretelle du boulevard L'évêque S au coin du boulevard Cartier S pour implanter des aménagements au projet d'urbanisme transitoire de la Berge des Écarts. 53, il s'agit d'autoriser la création d'une servitude d'égout pluvial pour une partie du lot 1 508 100 du cadastre du Québec. 54, il s'agit d'approuver la lettre de consentement et d'entente entre Hydro-Québec, le consultant en archéologie, le propriétaire, concernant la nature, la durée des travaux et les mesures de conservation des objets qui seront mis à jour lors de l'intervention archéologique pour les travaux majeurs liés à la construction du poste Le Corbusier Hydro-Québec. Oui, Mme Dufault. Monsieur le maire, allez-y. Ben moi, ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait des conditions particulières pour inclure l'intervention archéologique dans les sites concernés. Oui. Mm-hmm. Oui, bonjour, c'est Chantal Hélouine. Écoutez, je vais devoir vérifier, là, parce que c'était vraiment une entente avec Hydro-Québec, mais tout ce qui est volet archéologique, là, je vais avoir de la difficulté à vous répondre. Il va falloir que je valide exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'entente. En fait, c'est juste leur permettre d'accéder au site, là, mais c'est beaucoup avec le ministère des Communications là, que c'est géré. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'historique? Ça, c'est peut-être le service c'est ça, des communications qui est plus au courant ou l'urbanisme, mais est-ce qu'il y a comme, dans le fond, une des questions qu'on aurait, c'est de savoir s'il y a du potentiel archéologique qui a été identifié, est-ce qu'il y a quelque chose d'historique qui se serait passé à cet endroit-là, qu'on serait au courant? C'est de l'information, là, évidemment. Là, je pense pas qu'on va retarder le point pour ça. Non, on va passer le point, mais c'est que la question peut nous être adressée. Y a-t-il quelque chose de particulier sur un de ces sites-là? Y a-t-il un ancien cimetière? Bon, je vais limiter mes propos à ça. Okay. Je ne penserais pas, mais je vais quand même valider parce que des fois, c'est plus, ça aurait dû faire partie de l'entente initiale. Donc, il y a toujours un volet archéologique, comme nous, on a dans tous nos documents de soumission. Et c'est cette partie-là qui n'avait pas été incluse. Je ne pense pas qu'il y a vraiment un site archéologique ou des enjeux, mais je vais quand même vous le confirmer par courriel. Parfait, merci. 54.1, qui est d'autoriser un mandat professionnel à Englobe Code pour le contrat OSSP 29491. 54.2, il s'agit de demander un crédit supplémentaire et bonification à la hausse du contrat SP 29910. 54.3, il s'agit d'approuver des honoraires supplémentaires au mandat OSINV 2876.
54.4, il s'agit d'approuver le renouvellement de l'entente de partenariat entre la Ville de la Ville de Laval et Hydro-Québec pour une période de 5 ans. 55.1, c'est d'entreprendre des procédures judiciaires requises pour assurer le respect du règlement L11-870. 55.2, il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Laval et la Communauté métropolitaine de Montréal. Oui, Madame Dufour. Oui, je voulais simplement savoir si on avait une idée de le moment qu'une annonce pourrait être faite là, pour cette convention-là, parce qu'on peut lire là, que ça a été, dans le fond, les fonds ont été confirmés à quelque part à l'automne 2020. On est rendu déjà en juillet. Je ne sais pas quand les travaux sont prévus, mais c'est ça. Madame Bédard. Oui, bonjour, Madame Dufour, bonjour tout le monde. Écoutez, on est en lien avec la CMM et Éconature pour vérifier si effectivement on peut faire une annonce. Les quais sont achetés et ils seront installés. Il nous faut, on est en attente du renouvellement des bails d'occupation du domaine hydrique. Donc, ce petit détail-là à régler. Et puis, pour les plantations à la berge du Garrot, ça va être terminé cet automne en août et septembre. Donc, on pourrait vous revenir avec une date pour une annonce. Parfait. Merci beaucoup. Il faut juste garder à l'esprit que notre sommet décisionnel est public là, demain ou après-demain. Alors, il y a déjà une partie de l'entente qui va être publique. OK. La seule chose qu'on se demandait pour une annonce officielle, évidemment, quand on peut donner un coup de main aux organismes, on préfère faire les annonces au printemps, l'ouverture des saisons. Par contre, il n'y a aucun problème non plus à le faire à l'automne assez rapidement. Il faut calculer qu'il y a le silence électoral à partir du 17 septembre. Donc, on a jusqu'au 17 septembre pour faire l'annonce. OK, c'est noté. Je vais vérifier avec les communications. OK. Merci. 55.3. Il s'agit d'autoriser le service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté à aller de l'avant avec le dépôt d'un projet de restauration et de maintien de l'intégrité du théâtre bicentenaire du Bois Papineau. 56.1, il s'agit de prendre acte des rapports finaux de reddition de comptes pour les différents travaux du service de gestion de l'eau. Nous allons à 61. Il s'agit d'approuver le dépôt de la demande de subvention pour le service de la culture, des loisirs, des sports et du développement social auprès du Conseil des arts des lettres du Québec. 62. Il s'agit de recommander au Conseil d'adopter la politique d'accessibilité universelle de Laval. Oui, peut-être juste un commentaire. Je voulais féliciter toutes les équipes qui ont participé à l'élaboration, en particulier le CLSDS là, qui a été derrière l'opération. On avait prévu une présentation au conseil municipal devant tous les membres. Est-ce que vous avez la date de cette présentation? Oui, c'est Rebecca Langevin, c'est le 17 août. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci. 63. Il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Laval et les réseaux artistes pour un mandat de réalisation de la fête de famille 2021. Fête de Madame Dib. Oui, merci. Là, c'est inconsciemment, on fait le micro. On apprécie beaucoup les efforts des services dans le contexte actuel, mais dans l'SD, je vois qu'il y a des animations culturelles qui vont se faire dans des espaces publics. Est-ce qu'on peut avoir une idée, c'est où au juste les lieux, puis c'est quoi l'alternative pour la fête de la famille? Est-ce que ça va couvrir tous les quartiers? Bonjour, Madame Dib, Luc Latulippe du CLSDS. Effectivement, dans la programmation, il y a les grands parcs qui sont touchés, donc le Centre de la nature, le parc Bernard-Landry et la Berge des Baigneurs où on aura des sentiers ludiques
Donc, les familles pourront se présenter dans un sentier où ils pourront découvrir certaines choses. C'est un clé en main, là, c'est une entreprise qui fait ça. Et également, il y aura des activités fin août, début septembre. C'est 3 week-ends consécutifs, les samedis, dimanches, où il y aura des deux genres d'activités. Le Jurassirque, donc c'est du cirque en lien avec les dinosaures. Et il y aura également un concept de jeu géant, où c'est des entreprises qui vont débarquer encore une fois avec un clé en main. Les parcs qu'on a choisis, ben il y avait plusieurs critères, là, dont une infrastructure sanitaire. On devait aussi avoir des barrières physiques là, pour permettre le contrôle à cause des mesures sanitaires. Donc oui, c'est un parc par quartier. Il y a Lausanne, il y a Dumoulin, il y a Chopin, Légaré, Isabelle et il m'en manque un. Il m'en manque un que je vais revenir. C'est beau. Vous avez répondu à ma question. Ça va être un peu partout. Merci beaucoup. C'est excellent travail. Mais oui. Si vous permettez, si vous avez des dates différentes dans des parcs différents, nous transmettre ça le plus tôt possible parce que on veut évidemment être capable de se rendre sur les lieux, d'être représenté sur les lieux. Et là, il y a toute la question des vacances, nos horaires, puis tout ça. Alors, ça nous permettrait à nous de planifier de notre côté. Et je demanderais les ondes musicales, est-ce qu'il y a un exercice similaire ou qu'est-ce qui nous attend dans ce dossier-là? Monsieur le maire, je vais juste terminer. Peut-être ma collègue Lisanne pourra vous répondre pour les ondes musicales. Aujourd'hui, on donne le mandat Réseau Artistes officiellement là, de procéder à la programmation. Donc, c'est évident que vous allez avoir l'ensemble des activités, programmation, heures, déroulement de où ça se passe, là, sans problème. On va vous envoyer ça sous peu. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne journée. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Bien, effectivement, là, dû à toutes sortes de circonstances liées à la pandémie, puis à la planification que doit prendre la programmation d'un événement tel que les ondes musicales, il a été convenu là, au printemps qu'il n'y aurait pas de prestation des ondes musicales cet été, mis à part certaines petits impromptus de l'orchestre symphonique là, qui se fait dans différents parcs. On vous a acheminé d'ailleurs l'horaire pour ça, mais il n'y aura pas de grand événement de zone musicale. On laisse la place là, aux événements des organismes comme le Festival Diapason, puis Mosaïque Culture et Level Up là, qui va se faire dans fin août, début septembre. Alors, on revient en force l'année prochaine avec les ondes musicales. Si je peux ajouter, Lisanne, Monsieur le maire, c'est Luc Latulippe encore. Écoutez, on prépare une activité début septembre où on va reconnaître les efforts de certains bénévoles ou employés qui ont travaillé pendant la pandémie. Écoutez, c'est quelque chose qu'on travaille. Là. On vient tout juste de mettre ça en place. On fera une présentation la semaine prochaine. Je crois Benoît ou Michel peut peut-être m'aider. Mais il y aura un événement qui va se dérouler dans le stationnement de Cégep Montmorency. On vous donnera les détails sous peu, mais même nous, on les a pas. Là. On a mandaté les équipes pour travailler avec Commotion. Puis on va vous revenir avec un spectacle là, où on pourra, début septembre, le 7 ou le 8. C'est pas encore déterminé, mais on va vous revenir avec tous les détails. Possiblement, Michel, c'est-tu la semaine prochaine? Oui, on travaille avec Benoît là, pour trouver un petit rendez-vous la semaine prochaine à l'exécutif pour une présentation de ce dossier-là. Merci beaucoup. Effectivement, si on peut avoir une vue d'ensemble de ce qui est projeté cet été, je pense que ça serait intéressant pour tous les élus. Merci. Donc, 64, il s'agit au commande au conseil d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre l'association des popotes roulantes de Laval et Ville de Laval. 65, il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre Ville de Laval et Commotion concernant le versement d'une subvention pour la réalisation d'une formule adaptée de Level Up Lab numérique et musique urbaine. C'est Laval Up. Laval Up. Laval Up. Level Up. 66. Il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Laval et le
document Diapason concernant le versement d'une subvention pour la réalisation du Festival Diapason 2021. 67, il s'agit d'approuver l'entente d'intervenir entre l'Association des bibliothèques publiques du Québec et Ville de Laval. 68, il s'agit d'octroyer une subvention à la Croix-Rouge canadienne. 69, il s'agit de prendre acte de la liste des bénéficiaires pour lesquels une aide financière de moins de 5 000 $ a été versée en juin 2021. 70, une recommandation au Conseil d'adopter la déclaration pour souligner l'importance de l'accessibilité universelle. Je pense qu'on peut retourner à 22 au service des affaires juridiques. Oui, les questions ont été répondues sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres précisions? Mais donc, je comprends que le parc pourra être fait cet été. Ça, c'est peut-être M. Gariepi s'il est sur la ligne. Madame Dufault, M. Gariepi n'est pas sur la ligne? Oui, je suis là. Ah, bon, ben, allez-y, M. Gariepi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, le parc Antoine Devin, on va pouvoir débuter les travaux de génie civil. Cet été, je ne crois pas, là, parce qu'on a déjà plusieurs commandes de passer avec l'entrepreneur. À l'automne, assurément. Et pour les modules de jeu, je vais devoir valider avec le fournisseur, parce que ça date quand même de 2 ans passés, là, les modules qui ont été acceptés. Fait que je vais vous revenir s'il y a des changements ou des nouvelles propositions à faire. Mais on va essayer, dans la mesure du possible, de conserver ce qui avait été approuvé. Parfait. Merci. Dans le cas des frais, là, je comprends qu'il n'y a pas de remboursement si le contribuable gagne. On a changé de dossier. Effectivement. Si jamais c'est une orientation, est-ce que comment ça marcherait? Est-ce qu'on peut prendre une pause pour se parler entre nous puis revenir sur ce dossier? Est-ce que c'est une orientation qui serait conforme à la loi de dire qu'il n'y aura pas de frais si le citoyen avait raison de contester? À prime abord, sous réserve d'une vérification, à prime abord, je ne vois pas d'enjeu. Martin, je ne sais pas si tu avais discuté avec l'avocat qui a rédigé le règlement pour s'il avait analysé ça. Ça fait partie, honnêtement, ça fait partie des discussions qu'on a avec le ministère des Affaires municipales actuellement. Mais disons que les grandes villes sont pas chaudes à l'idée. Donc, la Ville de Québec, la Ville de Montréal s'est prononcée là-dessus. Et puis, voilà. C'est pas une pratique. La plupart des grandes villes, même partout au Canada, il y a des tickets modérateurs. Je pense que le seul endroit, c'est le MPAC en Ontario, où est-ce qu'il n'y a pas de frais aux demandes de révision. Maintenant, pour les remboursements, comme je dis, ça fait partie des discussions actuellement, mais on ne s'en va pas vers... l'orientation n'est pas favorable pour ce dossier-là. Est-ce que la Ville de Laval peut avoir une position différente? Définitivement. Définitivement. C'est à l'ordre du jour avec le G8 qu'on appelle, là, de toutes les grandes villes avec le ministère. Ça fait partie des discussions du dernier G8. On peut le lancer. Ça a été une première discussion. On pourrait le faire, définitivement. Ça doit, si je comprends bien, M. Hood, ça doit passer par une discussion au J8. C'est bien ça? Exactement. Et le J8, ça me dit rien, moi. OK, mais en fait, essentiellement, c'est les 100 000 habitants et plus. Là. Donc, c'est les grandes villes, donc Laval, Montréal, Québec, Gatineau, Longueuil, évidemment. Et puis, mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire de notre côté, dans le sens qu'on le mette dans notre règlement à nous. Mais la direction qui est prise actuellement dans les autres grandes villes n'est pas ça. Puis comme je dis, c'était un point discuté. Mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire indépendamment de notre côté.
D'accord, ben merci pour ça clarifie ma compréhension, là. Et nous, évidemment, c'est pas de remettre en question les frais quand quelqu'un le demande, mais c'est plutôt ce qui a été soulevé, dire si le citoyen a raison de faire la demande, est-ce qu'on doit lui maintenir des frais? C'est plus cette partie-là qui nous interpelle. D'accord. À ce moment-là, peut-être qu'on en discutera à l'heure du midi et si M. Ulysse ou l'équipe, vous avez des angles un peu sensibles à nous transmettre pour être sûr qu'on prenne la bonne orientation, bien, gênez-vous pas à nous partager ça pour éclairer notre réflexion. Merci. Parfait. Mais Monsieur le maire, vous devez savoir aussi que pour les propriétaires fonciers résidentiels, ce qu'on fait dans le cadre du processus de demande de révision, c'est qu'on rencontre les contribuables avant qu'ils déposent une demande de révision et puis pour éviter en fait qu'ils dépensent une somme. Et puis, évidemment, c'est pas. Là, on parle de résidence relativement standard, où est-ce qu'on est capable de prendre une décision s'il y a une erreur manifeste au dossier ou rapidement on est capable de se rendre compte qu'on doit corriger la valeur. On le fait et on le corrige, ce qu'on appelle dans notre jargon, là, par correction d'office, ce qui fait en sorte que ça évite aux contribuables de déposer une demande de révision et de payer. Puis évidemment, s'il y avait eu raison ultimement au tribunal, d'être remboursé. Dans ce cas-là, il n'y a aucune somme qui est engagée par le propriétaire. Donc, ça, c'est quand même assez important à mentionner parce que c'est une opération qui est assez importante dans notre service. D'accord. Et les révisions qui sont faites par le tribunal qui corrige notre vision, on parle d'un ordre de grandeur de combien par année, grosso modo? Bien, regardez, on a rôle après rôle à peu près 500 demandes de révision, partagées 250 entre le résidentiel et le non résidentiel. De ces 500-là, ça, c'est la portion demande de révision, c'est la portion non judiciarisée. Donc, et à ça, on a environ 80 dossiers qui procèdent au tribunal après ça. Donc, évidemment, on n'y a pas eu entente avec le propriétaire. Il est en désaccord, il poursuit ses démarches, il fait une demande de révision, pas une demande de révision, mais on appelle ça un recours introductif au tribunal. Donc, ça, c'est à peu près 80 dossiers. Pour la plupart, je dirais, au non résidentiel, au commercial. Donc, le résidentiel, c'est un enjeu qui est moins important parce qu'habituellement, ils ne sont pas représentés d'avocats ni d'experts dans la plupart du temps. Donc, essentiellement, c'est ça. Puis, je dirais, de façon générale, c'est à peu près 50% des cas, un petit peu moins, je dirais un petit peu plus entre 40 et 50% que le contribuable a raison résidentiel en demande de révision. Donc, ce que ça dit, c'est quand le propriétaire cogne à notre porte en demande de révision, c'est qu'habituellement, pratiquement à 50% des cas, ils ont raison. Donc, évidemment, parce que vous comprenez qu'on a 165 000 unités d'évaluation, puis c'est l'évaluation de masse qu'on fait. Donc, là, on rentre dans l'expertise. Mais pour répondre à votre question, c'est à peu près c'est un peu moins de 50% des cas que le propriétaire a raison. Donc, on parle de 20 dossiers par année. Exact. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Peut-être aussi juste rajouter par rapport au dossier, là, on va en parler, on en parle toujours à midi. Mais peut-être si on est capable aussi entre-temps, parce que c'est pas clair, les changements entre le avant et le après de ce qu'on est en train de faire, là, c'est juste pour s'éviter des questions au conseil. Là. Il faut fouiller, puis on risque de se retrouver au conseil à nous demander ça porte-tu au conseil, ça? Oui, recommandation au conseil. Ouais. Fait que ça serait peut-être, si on peut les mettre point par point, là, les changements, on va de ça à ça, là. Si on peut dire, idéalement, s'il n'y a pas de modification, ça peut peut-être être adopté. Sinon, on peut l'adopter quand même. Peut-être, on va faire la modification, mais bref, on va fournir pour le conseil un espèce de truc en suivi des modifications. C'est ça. Ça, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ça complète l'ordre du jour de la séance publique. Donc, nous en allons au huis clos avec 36, 16 et 43. Exactement.